Bonjour, je suis ravi de recevoir aujourd'hui François Fécamp, qui est directeur marketing, communication et innovation de MMA, avec qui on va parler aujourd'hui de relations et d'expérience client. Juste avant de démarrer, pour préciser un petit peu quels sont dans votre périmètre un petit peu les liens que vous avez avec ces sujets de relations et d'expérience client. Bonjour Vincent, merci de me recevoir. Je suis aussi très heureux moi, d'être avec vous ce matin. Donc la relation client chez MMA, pour son réseau d'agents, c'est principalement opéré par nos 1600 points de vente et les 4500 collaborateurs au sein de ce réseau d'agences. Il y a également la direction indemnisation qui va gérer l'ensemble des sinistres. Et puis moi, dans mon périmètre de responsabilité, il y a toute la relation client digitale, c'est-à-dire les sites web, les réseaux sociaux et une petite équipe, mais très performante, qui s'occupe de l'assistance client sur le digital et sur les réseaux sociaux. Très clair. Donc pour démarrer un petit peu, c'est un sujet de grande importance aujourd'hui, ces sujets de relations et d'expérience client dans le secteur assurantiel. Vous, pour MMA, quels sont les principaux enjeux à l'horizon des 12-18 mois qui viennent, on va dire? Alors, il est très simple, il se résume en un mot ou en une phrase, c'est de devenir un assureur phygital. Donc construire un modèle de relation client qui place l'humain au cœur de la relation client physique et digitale, en s'appuyant sur notre force, nos forces, notamment notre réseau d'agences que je vous ai présenté juste avant, 1600 points de vente, 4500 collaborateurs. Les Français sont en recherche de proximité et d'humain, donc ce modèle répond. Et puis de l'augmenter quelque part, ce capital humain, avec les outils digitaux de relations clients. D'accord, très clairement. Et donc en termes de priorité, là pour cette année, sur ce développement du capital humain, vous travaillez sur quels axes de la formation, autres Alors Vincent, sur le capital humain, on est en train de déployer une formation chez MMA qu'on appelle la charte relationnelle MMA, donc qui va permettre à l'ensemble des acteurs de la relation client d'incarner les valeurs de MMA au quotidien dans toutes les interactions écrites, mais aussi orales, que nos collaborateurs et les agents et les collaborateurs en agence auront avec nos clients. On l'a déjà déployé cette formation auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs et de collaborateurs en interne de MMA, donc indemnisation par exemple, ou dans mes équipes. Et là, cette année, notre priorité, c'est le déploiement dans le réseau d'agences, via notamment une formation qui se déroulera en plusieurs étapes. Et donc, il va permettre un peu une homogénéisation comme ça, un petit peu de l'interaction, d'où qu'elle vienne pour l'adhérent. Alors, homogénéisation, je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais, puisque notre réseau d'agents, il a cette force d'apporter de la diversité. Vous savez que les agents sont des chefs d'entreprise indépendants, donc qui portent quelque part, certes, la marque MMA, mais aussi un petit peu leur empreinte relationnelle. Donc on ne va pas homogénéiser le réseau d'agents, en revanche on va leur fournir aux agents et aux collaborateurs des bonnes pratiques, effectivement quelques règles de base qui permettent d'incarner les valeurs des MMA. Je vais vous en citer une, la majeure pour MMA, c'est clairement l'optimisme. MMA est une marque optimiste, conviviale, chaleureuse, et donc on souhaite que nos clients ils ressentent ça quand ils interagissent avec la marque MMA. Très clairement. Merci en tout cas François pour ce partage sur les enjeux. On ne peut pas négliger non plus que dans le secteur de l'assurance, il y a des nouveaux acteurs qui sont intervenus sur les 2-3 dernières années. On les appelle souvent InsurTech, et un peu comme dans tous les secteurs où on a ces fameuses digital natives vertical brand, on a tendance à les présenter comme un peu les champions de l'expérience client. Quelle est la position de MMA vis-à-vis de ces acteurs? Comment vous travaillez avec l'irruption de ces nouveaux acteurs dans votre secteur? Alors déjà, on les regarde. On les regarde régulièrement. On a une veille. On a mis en place une veille au sein du groupe Covéa, donc qui nous permet aux 3 marques du groupe Covéa d'être alimentées de cette veille. Ces InsurTech, effectivement, deux points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, elles ne nous font pas peur en termes de prise de part de marché. On voit qu'elles cherchent leur modèle. Certaines ont beaucoup de difficultés à trouver la rentabilité. Certaines ont pivoté et ont changé de modèle, sont passées d'abord d'un courtier en ligne à un courtier plateforme,
ou sont devenues distributeurs de solutions logicielles. Donc voilà, elles cherchent leur modèle et aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment pris énormément de parts de marché. En revanche, en termes d'expérience client, effectivement, elles sont hyper inspirantes. C'est des modèles, effectivement, en général, avec une promesse client extrêmement forte, qui proposent des expériences digitales avec des effets waouh, extrêmement simples. Donc, c'est très inspirant pour nous en termes de relations clients. Et je modérerai en revanche mon propos sur le fait que ces marques, ces insurtech s'adressent en général à des niches de population qui sont prêts effectivement à avoir une relation avec leur assureur full digital, ce qui est aujourd'hui honnêtement pas le cas de beaucoup de Français. Beaucoup de Français sont encore en attente d'humain, de proximité, de pouvoir appeler son conseiller au téléphone en cas de besoin. Et il y a un certain nombre d'insurtech aujourd'hui qui ne délivrent pas cette promesse-là. Et là où, par contre, la taille du réseau MMA va être effectivement, du coup, une opportunité d'interaction, effectivement. De proximité. Et de proximité. Donc ça, c'est… Et j'ajoute, puisque je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, je parlais de notre ambition de devenir un assureur figital. Alors déjà, on l'est dans une certaine mesure, puisqu'on propose déjà tout un tas d'outils et de services digitaux à nos clients, très performants. Et très concrètement, cette année est consacrée à la refonte complète de notre espace client et de l'application mobile MMA. Donc, on s'inspire des insurtech. Je vous ai parlé de capital humain et de développement d'une formation à l'ensemble des collaborateurs en agence. En parallèle, on refond complètement notre écosystème digital. Donc vraiment, on travaille sur les deux jambes, je dirais, du figital, la proximité et l'humain, et puis une trajectoire digitale de développement d'outils de relations clients modernes. Extrêmement clair, donc voilà, à la fois agitateur, disrupteur, mais aussi inspirateur, et donc du coup, finalement, pour vous aussi des opportunités très claires. Dans les sujets de la relation et de l'expérience client, un des sujets aussi clés, c'est un peu la satisfaction du client in fine, toutes ces innovations que vous essayez de projeter sur le marché ou en tout cas ces axes de travail. Ils ont pour but quand même d'avoir un certain retour positif auprès de vos clients. Comment vous mesurez, comment vous suivez cette satisfaction, comment vous vous assurez que les actions que vous emmenez finalement se traduisent par un incrément de satisfaction client, François? Alors, en préambule, on a mis dans le cadre du plan stratégique 2022-2024 du groupe Covéa et de MMA la satisfaction vraiment au cœur du modèle. C'est une première pour MMA que d'avoir mis le NPS, le Net Promoter Score, un indicateur que je ne présente plus, au cœur de notre stratégie, et on s'est fixé l'objectif d'augmenter de 3 points le NPS sur notre plan stratégique 22-24. On a déjà un NPS qui est excellent, que je ne citerai pas, parce que c'est une donnée stratégique. Je suppose que pas mal de nos concurrents nous envieraient, mais en tout cas, on a un très bon NPS. On a encore l'ambition de l'améliorer de 3 points pendant le plan stratégique. Pour répondre à votre question, donc 2 points. D'abord, on mesure à toutes les étapes du parcours client la satisfaction à chaud. Donc c'est assez classique, c'est des modèles que beaucoup d'entreprises ont dorénavant déployés. Donc que ce soit quand je souscris un nouveau contrat, quand je résilie, quand j'ai un sinistre, on me pose la question en tant que client de est-ce que je suis satisfait, oui, non, est-ce que je recommande la marque, et puis évidemment si je souhaite m'exprimer sur la qualité de la relation client qui m'a été délivrée. Ça nous permet, donc on a envoyé l'année dernière 1,7 million d'enquêtes, on a eu plus de 200 000 retours, dont 120 000 verbatim clients. Donc c'est une matière client extrêmement riche, qui nous permet d'une part à chaud de répondre à l'ensemble des clients détracteurs. Donc un client, la règle qu'on s'applique, c'est dès lors qu'un client exprime une insatisfaction, il est rappelé le plus rapidement possible par l'interlocuteur en charge. Deuxièmement, ça nous permet de mettre en place une boucle d'amélioration continue à froid. Donc ces centaines de milliers de réponses, ces centaines de milliers de verbatim, on les analyse quantitativement et qualitativement. On est en train d'ailleurs en ce moment même de développer un outil sur base de l'intelligence artificielle, donc qui est de l'analyse du langage, voilà, l'analyse sémantique, qui va nous permettre comme ça de catégoriser, structurer l'ensemble de ces verbatim, tonalité positive, tonalité négative, quel est l'irritant client, etc. Et du coup de s'affranchir d'une lecture humaine de ces centaines de milliers de verbatim et de pouvoir comme ça clairement
cartographier les irritants clients et puis ensuite, dans toutes les équipes, pouvoir prioriser des plans d'amélioration continue de l'expérience client. Et je dirais que si on avait bien un défi à mener, c'est bien maintenant se mettre en action. On le voit bien, on arrive dorénavant à avoir une vision à peu près claire de quels sont les irritants clients. On a un peu plus de difficultés à se mettre en mouvement et à se donner les moyens humains, financiers, projets informatiques pour concrètement venir améliorer en continu l'expérience client sur toutes les étapes de son parcours. C'est un peu notre défi là, de cette année, de se mettre en mouvement. Oui, c'est ça, d'arriver à quantifier un petit peu les problèmes qui sont vraiment attendus et sur lesquels il faut lancer la résolution. Exactement. C'est toujours le sujet, est-ce que c'est un signal faible, est-ce que ça mérite d'y aller tout de suite? C'est souvent au cœur des débats et des tensions, tensions au sens je réfléchis à le faire ou pas, quoi. Et justement, ça fait un peu le lien avec la question que j'avais posée derrière, c'est parce que ça aide aussi à enclencher l'action. Comment est-ce qu'on arrive à suivre finalement le retour sur investissement de ces sujets finalement d'investissement dans l'expérience et la relation client? C'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une année un peu tendue avec le contexte inflationniste. On voit que les entreprises hésitent un peu plus à investir en 2023 que peut-être avant Covid. Et donc du coup, voilà, comment est-ce qu'on arrive à se dire finalement ces investissements, ils sont particulièrement intéressants et l'orientation client, ce n'est pas qu'une philosophie, c'est aussi quelque part des retours sur investissement dans les trébuchants. C'est un peu the question, le retour sur investissement autour de l'expérience client, et on s'est un peu gratté la tête là, sur ce sujet ces derniers mois. Effectivement, on peut avoir des convictions personnelles, se dire prendre soin de nos clients, forcément ça va les fidéliser, ils vont être ambassadeurs, ils vont nous recommander, donc on va également améliorer notre conquête sur le marché. Mais quand on parle à des directions financières, on a besoin finalement quand même d'arriver avec des chiffres. Et donc, on s'est gratté la tête avec mon équipe et je voudrais partager avec vous deux chiffres que j'ai apportés. On a d'abord regardé au niveau de notre réseau d'agences MMA la corrélation entre la performance commerciale de ces agences, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont des soldes nets de contrats positifs, est-ce qu'elles gagnent plus de contrats, donc est-ce qu'elles sont en développement, est-ce qu'elles gagnent plus de contrats qu'elles n'en perdent, avec la satisfaction globale de leurs clients, de leur portefeuille de clients. Et il y a une corrélation évidente. Donc, un chiffre que j'ai apporté là, on a des agences qui ont des soldes nets qui sont en développement commercial, qui sont plus de 2 fois plus représentées en niveau de satisfaction très élevé, et à l'inverse, qui sont 3 fois moins représentées en niveau de satisfaction faible. Donc ça, c'est un super argument. Quand moi, je parle aux agents, au réseau d'agents, leur dire, écoutez, prenez soin de vos clients, ça va payer pour votre développement. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on a regardé sur le panel de l'ensemble des clients auxquels on envoie des enquêtes de satisfaction et qui nous répondent la corrélation entre, pour un client donné, la valeur et le chiffre d'affaires que ce client génère selon qu'il soit satisfait ou non satisfait. Eh bien, on a prouvé que augmenter d'1 point de satisfaction, augmenter d'1 point la satisfaction client permet d'augmenter le business de plus de 3,3% en nombre de contrats et de plus 6,5% en augmentation du chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est ces deux exemples-là qui vous montrent que travailler sur l'amélioration de l'expérience et de la satisfaction client est au service du business et du développement de l'entreprise. Non, mais je trouve que c'est clair, le mix, c'est entre effectivement cette conviction qu'on a et après, effectivement, quand même à réussir à l'illustrer, à l'ancrer dans quelques résultats quantitatifs. Et je pense que vous y êtes bien parvenu. On l'évoquait tout à l'heure, l'intelligence artificielle dans le domaine sémantique. Vous êtes en charge de l'innovation. Qu'est-ce que, enfin, voilà, sans dévoiler évidemment des secrets, quelles sont les choses que vous regardez dans le domaine de l'innovation? Quel regard vous portez sur ces fameuses intelligences conversationnelles qu'on voit poindre et qui ont eu une publicité phénoménale sur cette fin et début d'année 2023? Donc voilà, juste un peu pour élargir sur ces sujets. Bon, déjà, il est clair qu'il faut y aller. Il faut
Il faut réussir à appréhender cette matière, réussir à appréhender cette technologie, ces nouvelles solutions. Ça demande une vraie montée en compétences et au sein du groupe Covea et de MMA, on a clairement pris le parti d'internaliser la compétence. Donc on a une politique de recrutement de data scientists assez importante au sein du groupe Covea, qui se positionne en fournisseur et en support des 3 marques du groupe, d'une part. Et d'autre part, je vais vous citer 2-3 projets très concrets qu'on a. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on est en train de mettre en place un outil d'analyse automatisée des verbatims clients qui va nous permettre de cartographier les irritants de manière quantitative et qualitative. Le deuxième que je citerai, c'est qu'on est en train, dans le cadre de la refonte de notre espace client et donc de notre écosystème digital, on va simplifier, grâce à l'intelligence artificielle, les formulaires de sollicitation des clients. Aujourd'hui, on a un système qui permet à nos clients de nous solliciter via Internet, via un formulaire web, je dirais relativement classique, qui oblige le client à renseigner un certain nombre de champs, c'est un peu long, pour bien caractériser sa demande. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, il pourra exprimer sa demande en langage naturel, donc on est en train de le développer, ça en ce moment même, exprimer sa demande en langage naturel et automatiquement l'outil d'intelligence artificielle va pouvoir analyser la demande, soit y répondre automatiquement, soit router vers le bon interlocuteur. Donc on n'est pas encore sur un chatbot vous créez full une digital. sorte de FAQ-bot. C'est nouveau, le FAQ-bot qui serait voilà, là. on pourrait peut-être l'appeler comme ça, effectivement, mais en tout cas, clairement, je ne crois pas encore. Je pense que l'intelligence artificielle n'est pas aujourd'hui suffisamment mature pour proposer un chatbot conversationnel 100% digital. J'ai vu quelques marques se planter sur le sujet et revenir en arrière. Donc, je suis plutôt dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour augmenter l'humain. Mais en général, quand un client nous pose une question, je considère, compte tenu de ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur notre modèle de relation client digital, qu'il s'attend à ce qu'un humain lui fasse une réponse. Donc l'intelligence artificielle va augmenter l'humain et pas l'inverse. Écoutez, François, merci pour ces éclairages extrêmement riches. Je pense que votre propos très structuré était bien compris aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir partagé tous ces éléments. Merci à vous, Vincent. À bientôt.